vous avez eu un superbe exposé historique de Cédric Richard, et puis après vous avez eu un exposé, je crois, sur les séismes et un exposé sur l'astrophysique. Donc, vous savez plein de choses sur l'IA, et maintenant, je vais essayer de vous raccrocher ça un peu à une intelligence qu'on connaît beaucoup mieux, qui est la nôtre, l'intelligence naturelle. Et puis on va voir comment ces deux choses se sont co-construites et ont discuté tout au long des années depuis l'après-guerre, en gros. Et puis du coup, pour faire ça, et puis pour rendre ça un peu plus ludique, je vous ai inventé deux petits personnages. Alors il y a Natu, qui est un petit rat savant, un peu imbu de lui-même, et qui va nous présenter l'intelligence naturelle. Et puis de l'autre côté, il y a Arti, qui est un peu embêté face à ce grand chef de l'intelligence naturelle, et qui va essayer de lui convaincre qu'elle aussi, elle fait des choses plutôt sympas du côté de l'intelligence. Voilà. Alors, donc on va commencer par une petite définition, parce que tout ça repose sur l'intelligence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Alors là, je vous ai adapté une définition de Wikipédia, je l'ai un peu raccourcie, mais je pense que c'est les mots essentiels. L'intelligence, on peut les définir comme la capacité de comprendre, d'apprendre et de s'adapter. Alors, du coup, vous pensez être intelligent, et puis Natu pense qu'il y a plein de choses dans la nature qui sont intelligentes, et je voulais commencer par quelque chose dont on ne pense pas que c'est intelligent, mais en fait, quelque part, si la définition c'est vraiment ça, capacité de comprendre, d'apprendre et de s'adapter, et l'acacia d'Afrique, il est intelligent. Pourquoi l'acacia d'Afrique, il est intelligent? Parce qu'il est capable, lorsqu'il se fait manger par la girafe, d'envoyer un gaz qui prévient les autres acacias qu'il y a un herbivore qui est en train d'arriver, et les autres acacias deviennent toxiques pour ne pas être mangés. C'est-à-dire que l'arbre est capable de communiquer, ses voisins sont capables de le comprendre, ils sont capables d'apprendre qu'à ce moment-là, il faut faire quelque chose, devenir toxique, et donc de s'adapter à l'herbivore qui vient les manger. Donc, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence qui est peut-être pas au niveau individuel de l'arbre, quoique il y a quand même pas mal de scientifiques qui commencent à se demander qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de l'arbre, comment les arbres communiquent, et en fait, ça commence à être un champ qu'on pense assez inexploré, et probablement aussi gros que les neurosciences. C'est juste qu'on a commencé à s'intéresser à des formes d'intelligence qui sont beaucoup plus proches de nous parce qu'on les comprend mieux et qui vivent à une échelle temporelle qui sont beaucoup plus proches de la nôtre. Mais il y a plein d'autres choses qui pourraient expliquer ce phénomène. Il y a de l'évolution génétique, il y a de la sélection darwinienne, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que l'acacia d'Afrique a un comportement intelligent? J'en sais rien, mais je voulais vous montrer que dans la nature, il y a des comportements intelligents qui ne sont pas forcément déjà ce qu'on pense. Alors, un petit peu plus proche de nous, mais quand même un peu bizarre, il y a les intelligences, on va dire, de groupe. C'est ce qu'on appelle les swarm intelligence en anglais, les intelligences de ruche. Alors, je ne sais pas si un jour vous vous êtes battu avec des fourmis lors d'un pique-nique. Mais si vous avez essayé un jour d'empêcher des fourmis de venir manger ce que vous avez posé sur votre nappe, c'est un truc de malade, vous n'y arrivez pas. Vous avez beau essayer, alors soit vous va mettre de l'insecticide, mais bon, vous n'avez pas forcément envie de manger avec ça. Il y a plein de techniques qui existent. Je me souviens qu'on m'a dit tracer des cercles de craie, etc. autour. Alors effectivement, pendant un certain temps, les fourmis ne vont pas arriver à passer. Et puis à un moment donné, il y en a une qui va arriver à passer, toutes les autres vont suivre, et ce que vous avez essayé de protéger ne marchera pas. Tout le monde, toute la colonie va comprendre où est la nourriture, va comprendre quel est le chemin pour y aller, va s'adapter à toutes les embûches que vous aurez pu lui mettre sur son passage, et vont y aller. Et si vous regardez bien, en fait, la fourmi en tant que telle n'est pas si intelligente que ça. C'est vraiment parce qu'elles ont une capacité de communiquer, en particulier par des chemins de phéromones, que la colonie en entier a ce comportement hyper intelligent, alors que la fourmi toute seule n'est pas si intelligente que ça. Alors bien sûr, on va aller vers des choses plus proches de nous. Alors bien sûr, on pense que nous, on est intelligents, et en particulier, on est capable d'apprendre à notre enfant à lire, on est capable d'apprendre à parler, lui, il va comprendre que c'est important pour lui, il va être capable de s'adapter à ce qu'on lui dit, etc. Donc un enfant, un humain, c'est intelligent. Pour les neurobiologistes, en fait, ils ont inventé plein de méthodes pour estimer l'intelligence d'animaux, alors surtout les rongeurs. On a fait beaucoup d'expériences sur les rongeurs. Ici, vous voyez un labyrinthe de Barnes. Alors bon, il faut imaginer une grande arène avec plein de petits trous. Et en fait, la souris déteste être à découvert, donc va essayer de se cacher. Et il y a un des trous qui est un vrai terrier, et les autres, en fait, elle ne peut pas vraiment se cacher, mais elle ne le voit pas, elle est obligée de chercher dans toute l'arène ce qui se passe. Et en fait, on va se rendre compte que très rapidement, elle arrive à apprendre où est le bon terrier, donc à s'enfoncer.
Et la deuxième chose, c'est qu'elle est capable de s'adapter, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a compris le principe, si on lui change le terrier d'endroit, elle va très vite le retrouver. Et en fait, on peut faire plein d'expériences autour de ce labyrinthe de Barthes, c'est même un peu plus loin, en essayant de cacher des choses, de lui faire apprendre où retrouver la senteur ananas, la senteur banane, essayer de lui faire comprendre des choses très complexes, en fait, avec ces histoires de terrier où elle doit creuser et déterrer des choses et s'enterrer, etc. Et donc, il faut juste transférer ce que nous, on imagine du langage en des choses qui ont un sens pour une souris, c'est-à-dire trouver à manger et avoir une mémoire spatiale, mais à ça près, une souris a quasiment autant de capacités d'apprentissage qu'un être humain, et on fait beaucoup d'expériences sur l'intelligence chez la souris. Alors bien sûr, c'est plutôt à ce type d'intelligence que je vais m'intéresser, parce que c'est ce qui va être le plus proche de l'intelligence artificielle, parce que dans les deux cas, on a un cerveau, et que c'est probablement là qu'est le siège de notre intelligence. Et donc, quand on va essayer de comprendre l'intelligence naturelle, on va essayer de comprendre ce qui se passe du côté du cerveau. Mais avant de passer à l'intelligence, à ce qui fait notre intelligence naturelle, je vais juste vous montrer que l'intelligence artificielle, elle fait déjà plein de choses qui ressemblent vraiment à la nature. La première chose, c'est qu'il y a des swarm robots, c'est-à-dire des robots qui ont un comportement de ruche. Typiquement ici, vous avez des robots qui sont des petits drones qui sont capables de voler, qui ne sont pas très intelligents, mais il y a tout un code qui est fait pour qu'ils communiquent entre eux et ils arrivent à voler en escadron, comme les oies sauvages sont capables, entre guillemets, de voler dans le ciel. Et ce comportement qui leur permet d'avoir des bonnes stratégies de vol sans se rentrer en collision à très grande échelle, on peut comparer ça à de la swarm intelligence. Quand on parle d'apprentissage de la langue, vous avez sûrement vu avec votre téléphone portable Siri. Siri, elle est capable de vous comprendre et d'aller vous chercher sur Internet la réponse à votre question. Donc elle est capable non seulement de retranscrire votre parole parlée en mots tapés pour faire une recherche Google, et puis éventuellement de classer un petit peu tout ce qu'elle trouve, etc. Enfin, il y a le moteur de recherche Google derrière qui lui permet d'avoir une réponse correcte à ce que vous lui demandez. On peut même aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé DeepL. DeepL, c'est une révolution pour les scientifiques qui ne parlent pas très bien anglais, parce que vous tapez votre texte en français et vous avez un texte anglais qui est quasiment parfait. On en est là maintenant, c'est-à-dire que quand on nous demande si retrouver un lecteur natif pour essayer de vous corriger votre anglais pour qu'il soit mieux, bah maintenant on a DeepL. En fait, ça suffit amplement pour qu'on arrive à avoir un niveau qui soit quasiment indistinguable d'un native speaker, grâce à DeepL, qui est une intelligence artificielle. Je voulais vous présenter aussi Persévérance. Alors, je suis sûre qu'Alessandro le connaît mieux que moi, et j'espère ne pas dire de bêtises. Mais Persévérance, c'est un robot que les astrophysiciens comme Alessandro ont envoyé sur Mars. Et il y a un problème avec Mars, c'est qu'il y a, je crois, 20 minutes de délai de communication. Donc, vous ne pouvez pas envoyer un robot comme ça et le piloter comme vous pilotez une voiture télécommandée. Ce n'est pas possible. Il faut que le robot soit capable de faire un certain nombre de choses de manière autonome, donc soit suffisamment intelligent pour ne pas se casser la figure pendant les 20 minutes qu'il attend la réponse. Il ne peut pas non plus attendre 20 minutes pour se déplacer et faire un tour de roue à toutes les 20 minutes. Ce n'est pas non plus possible. Donc, il y a plein de choses qui ont été implémentées dans Persévérance de type intelligence artificielle pour qu'il puisse se débrouiller tout seul sur Mars. Et puis, si vous repensez à l'Acacia, quand même, vous avez sûrement entendu parler un jour des algorithmes génétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des choses qui ont été dans les années 80-90 très à la mode et maintenant c'est supplanté par les réseaux de neurones artificiels. Mais l'idée c'était vraiment d'avoir des programmes qui se comportent comme des codes génétiques, c'est-à-dire qu'on avait des espèces d'évolutions un petit peu aléatoires et puis on sélectionnait ceux qui marchaient bien. Donc il y avait une espèce de sélection darwinienne du bon programme qui faisait ce qu'on attendait de lui. Et il y a pas mal de choses qui ont été implémentées comme ça grâce à des algorithmes génétiques. Donc l'intelligence artificielle, nous dit Arti, elle fait aussi tout ce que l'intelligence naturelle a l'air de faire. Alors, on continue avec Arti un petit peu. Comment l'intelligence artificielle fait ça? Et en fait, il y a deux types de structures importantes pour comprendre l'intelligence artificielle. Il y a le hardware. Le hardware, c'est l'ordinateur physique. Donc l'ordinateur physique, dedans, il y a des processeurs, il y a de la mémoire, il y a plein de choses concrètes que si vous ouvrez votre téléphone portable ou vous ouvrez votre ordinateur, c'est des choses réelles, physiques, avec lesquelles sont faits en fait les objets de l'intelligence artificielle. Et ça, généralement, vous vous en fichez complètement. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le software, c'est-à-dire ce que tout le monde voit en ce moment clairement, c'est les logiciels et les applications, les apps.
Donc ça, c'est ce que vous avez dans votre téléphone portable. Quand vous cliquez sur Siri, quand vous cliquez sur Google, c'est des applications qui sont en fait des résultats de l'intelligence artificielle. Mais en fait, il faut remonter un petit peu en dessous pour essayer de comprendre comment c'est fait. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des programmes informatiques. Des programmes informatiques, c'est-à-dire qu'on va dire pas à pas ce que l'ordinateur doit faire. On va faire des boucles, on va faire des additions, on va faire des calculs mathématiques. Ça, c'est les programmes. Ces programmes, en fait, ils sont faits dans un certain langage informatique. Il y en a plein sur le marché. Plus le langage est évolué, plus c'est facile à l'humain de le comprendre, mais plus c'est difficile à la machine de le comprendre. Et souvent, les programmes qui vont être les plus puissants sont des programmes qui vont être codés dans des langages très proches de la machine pour être très efficaces et tourner très rapidement. Et puis au bout de la chaîne, il y a des algorithmes. Et ça, c'est les êtres humains, en fait, qui les créent, ces algorithmes. Les algorithmes vont être là pour, justement, être écrits dans un certain langage, donner un programme qui font qu'à la fin, votre ordinateur préféré ou votre smartphone va être capable d'afficher Facebook, va être capable d'afficher l'heure, le tableau Excel, etc. Et alors, ces algorithmes, d'où ils viennent? En fait, derrière, il y a généralement des mathématiciens, des informaticiens qui ont créé ces algorithmes. Et pour la partie hardware, il y a de l'électronique, bien sûr, et il y a de la physique qui est aussi mélangée avec les mathématiques et l'informatique. En particulier, il y a maintenant de plus en plus qu'on parle d'ordinateur quantique, parce qu'on essaye d'utiliser la physique quantique pour stocker plus d'informations et faire des calculs plus rapides avec les ordinateurs. Donc il y a toutes ces compétences, on va dire, de sciences très dures derrière une intelligence artificielle. Si on continue à ouvrir un petit peu le capot, dans la plupart des apps qui vous font rêver, par exemple DeepL, Siri, etc., il y a une grosse partie qui sont en fait des statistiques. C'est-à-dire qu'on a utilisé une énorme base de données, on est allé fouiller dedans pour essayer de faire sens de cette grande base de données. Et en particulier, il y a un truc qui est aussi beaucoup de mathématiques, qui est de l'optimisation, c'est-à-dire qu'on va chercher à trouver une solution qui est la plus petite en un certain sens, ou la plus grande en un certain sens, dans cette masse de données. Donc il y a beaucoup de mathématiques, il y a beaucoup d'informatique qui sont cachées derrière vos intelligences artificielles, et ça, vous vous en doutiez un peu. Mais, et c'est de plus en plus souvent le cas, il y a une implémentation qu'on appelle bio-inspirée. C'est-à-dire que ces algorithmes, les gens sont allés voir ce qui se passe dans la nature, et ont essayé de miner ce qui se passe dans la nature pour créer des algorithmes qui ressemblent de plus en plus à la nature. Et alors du coup, forcément, Natu va dire à Arti que c'est qu'une bande de copieurs, c'est vrai. Tout ça, de toute façon, si on réfléchit, même les mathématiques et les informatiques, si on est capable de faire ça, c'est qu'on a été inspiré par la nature pour essayer de comprendre que 1 + 1 égale 2, on a abstrait quelque chose à partir de la nature. Mais en fait, maintenant, il y a vraiment des choses qui vont aller regarder très finement les articles de neurosciences, de cognition, et d'essayer d'inspirer des nouveaux algorithmes avec ça. Hop. Et alors, il se trouve, parce que du coup, c'est peut-être moins connu pour vous, qu'en fait, quand on étudie l'intelligence naturelle, en tout cas l'intelligence avec des êtres qui ont un cerveau, ou en tout cas des neurones, on fait la différence entre deux choses, qui est aussi le substrat physique, donc ce qui est équivalent au hardware, et le substrat, enfin la partie abstraite qui correspond au software. Alors la partie hardware, l'étude de ça s'appelle les neurosciences. Donc les neurosciences, c'est tout ce qui concerne l'étude du système nerveux. Donc les gens regardent le cerveau à la loupe, regardent la forme des neurones, regardent tout un tas de choses qui sont vraiment des choses concrètes, tout comme on regarde les processeurs et la mémoire vive, etc. des ordinateurs. Et puis il y a un autre type d'étude qui s'appelle la cognition. Et la cognition, c'est quoi? C'est l'étude du fonctionnement mental. En particulier, derrière, il y a une notion qui s'appelle les fonctions cognitives. C'est un mot joli, je trouve, fonctions cognitives. Alors si vous regardez, en fait, il y en a un peu plus, mais on va dire que les 5 grands principaux champs des fonctions cognitives, c'est quoi? C'est la perception, donc comment on fait pour voir, pour toucher, pour sentir, la perception. Le raisonnement, comment on fait 1 + 1 = 2. Comment on apprend, donc on en revient à cette histoire d'intelligence, l'apprentissage, c'est quelque chose d'important. Comment on évalue la situation, et comment on se souvient, la mémoire. Toutes ces fonctions-là, c'est ce qu'on appelle des fonctions cognitives, et c'est ce qui nous permet d'être intelligent. Si on n'est pas capable de percevoir, si on n'est pas capable de se souvenir, si on n'est pas capable d'apprendre, on n'arrivera pas à être intelligent. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, cette définition de fonction cognitive, elle n'est pas venue d'abord, même si l'intelligence naturelle est venue avant l'intelligence artificielle, cette notion de fonction cognitive, elle est venue
des informaticiens. En fait, les psychologues, en particulier Brunner et Miller et d'autres dans les années 50-60, étaient très énervés par rapport à leurs contemporains qui trouvaient que la psychologie, pensaient à Freud, c'était qu'une histoire de comportement. On se comportait comme ci, comme ça, on n'essayait pas de comprendre qu'est-ce qui se passait dans le cerveau pour qu'on se comporte comme ça. Et des gens ont voulu aller contre cette idée du comportementalisme, c'est-à-dire qu'on ne fait que décrire le comportement des gens sans essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Le comportement des gens, vous pouvez identifier ça aux applications. Vous voyez ce que font vos applications sur votre ordinateur. Maintenant, on veut essayer de comprendre l'algorithme qui est derrière. Et aller chercher ça, c'est exactement ce mécanisme qui dit « je vais chercher la fonction cognitive qui est derrière le comportement ». D'accord ? Et en fait, cette idée d'aller chercher la fonction cognitive derrière le comportement, c'était vraiment inspiré par la cybernétique qui était naissante dans les années 50-60. Ces psychologues ont vu ce qui se passait sur les robots. Il y en a certains qui ont participé au premier congrès sur l'intelligence artificielle, comme Minsky, et ils se sont dit, en fait, c'est ça qu'on veut aussi pour l'intelligence naturelle, on veut aller comprendre ce qui est l'équivalent de cet algorithme. Et donc Arti peut bien dire à Natu, à copieur, copieur et demi, vous aussi, vous nous avez copié. Alors on va regarder maintenant un peu plus comment ça a été copié, d'accord ? Alors on va regarder d'abord le copiage au niveau hardware, donc on va essayer de comprendre comment ils ont copié les neurones, et puis après on ira de plus en plus loin vers les fonctions cognitives. Alors comment fonctionnent les neurones? Donc là vous avez deux neurones qui sont reliés. Donc ici vous avez un neurone avec les dendrites d'un côté, le corps ou le noyau du neurone qui est là où vont se faire les calculs en fait, puis un axone qui va transmettre un signal, et ces axones vont être connectés au niveau des synapses aux dendrites du neurone d'après. Donc si on regarde cette synapse, pour cette synapse, celui-là c'est ce qu'on appelle un neurone postsynaptique, et celui-là c'est un neurone présynaptique. Alors on va regarder ce qui se passe pour le voltage, donc le potentiel de membrane de ce neurone. Donc c'est comme si vous mettiez une électrode à l'intérieur du noyau du neurone, et puis vous regardez ce qui se passe. En fait, à chaque fois qu'il y a un signal, en fait, qui est chimique d'ailleurs, qui arrive au niveau de la synapse, vous avez une petite élévation du potentiel de membrane, d'accord? Il y a un petit blip. Et du coup, quelque part, il y a plein de synapses. Il y a environ 1000 à 10 000 synapses sur un neurone humain, donc il y en a vraiment beaucoup en moyenne. Et ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois que vous recevez quelque chose, vous sommez ce qui se passe. Alors là, j'ai fait que des excitations. On peut imaginer aussi qu'il y a de l'inhibition, c'est-à-dire certains neurones qui disent non, non, on se calme, on se calme. Et puis un jour, le neurone va être tellement excité que en fait, ce noyau va décharger un potentiel synaptique, un potentiel d'action, excusez-moi, qui va voyager le long de l'axone et qui va du coup relâcher de nouveau des substances chimiques au niveau de la synapse et qui vont être intégrées par les autres neurones postsynaptiques. Donc ce phénomène-là se produit à chaque petit neurone, d'accord? Il y a cette intégration synaptique tout le temps. Et donc ce qu'il faut retenir de ce que fait un neurone, c'est qu'on somme tous les effets, on fait ce qu'on appelle l'intégration synaptique, c'est juste cette somme, et puis ça spike. Ça spike, ça veut dire ça fait ce potentiel d'action, ce truc vraiment abrupt. Et ce spike, ce n'est pas juste une transmission bête de la sommation, c'est une transformation qu'on appelle non linéaire en mathématiques. C'est quelque chose qui ne va pas, pour un petit effet, faire un petit effet, et pour un gros effet, faire un gros effet. Pour un petit effet, ça ne fait rien, pour un gros effet, ça fait quelque chose. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est proportionnel, si vous voulez. Et alors, avec juste ces concepts, en fait, l'intelligence artificielle a dit, oh, bah ça, moi je viens des maths, l'intelligence artificielle. Donc, on me dit de sommer, on me dit de faire un truc non linéaire, pour quelqu'un qui fait des maths, c'est super facile en fait. Alors en fait, le premier neurone artificiel qui était basé sur ces idées, je crois que Cédric Richard vous l'a dit aussi, c'est McCulloch et Pitts en 1943. Ensuite, ils ont commencé à faire un perceptron qui était, on commence à mettre plusieurs neurones, mais on n'en met pas, on met juste une couche. Et puis, avec l'avènement du deep learning, Yann LeCun, je ne vous fais pas de nouveau l'exposé de Cédric Richard, mais on a commencé à mettre plein de couches. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose qui est tout bête, qui est vraiment ce que je vous ai décrit sur le neurone, c'est-à-dire que chaque neurone d'entrée va faire passer un signal, il a un petit poids, donc par exemple positif ou négatif si c'est excitateur ou inhibiteur, ça peut avoir une valeur plus grande que juste plus ou moins 1. Donc on fait ici une somme, et puis après, on décide si on passe ou pas le signal, donc on a une sortie. La seule chose qu'au départ, ils n'ont pas modélisé, c'est que cette sortie, c'est n'importe quel chiffre. C'est pas juste je spike ou je spike pas,
Je fais quelque chose de beaucoup plus complexe, je peux sortir quelque chose, une fonction plus complexe que ça. Ils se sont dit pourquoi pas. Et avec ce type de réseau, ben, l'intelligence artificielle a battu l'intelligence naturelle, par exemple au jeu de Go en 2016. C'est-à-dire qu'avec juste ce principe tout bête hein, de neurones réels qu'on a transformés en neurones artificiels, en mettant beaucoup, eh ben, on arrive à recréer quelque chose qui a l'air presque aussi intelligent que l'intelligence naturelle. Alors Mathieu, ben, il est un peu vexé. Tu as vu combien ça a coûté. Parce que si vous réfléchissez un petit peu, en fait, le fait que l'IA a battu l'IN, ça fait forcément les gros titres, mais il faut imaginer ce que ça a coûté en consommation d'énergie. En fait, ça s'est fait par ce qu'on appelle des réseaux de neurones adversaires, c'est-à-dire qu'on a mis un réseau de neurones en face d'un autre réseau de neurones, ils avaient les mêmes règles, et à chaque fois qu'une partie se perdait d'un côté ou de l'autre, ils mettaient à jour leur poids synaptique, parce qu'il fallait qu'ils modifient tous les petits neurones artificiels qu'ils avaient à l'intérieur d'entre eux pour arriver à ce que leur réseau fasse ce qu'il faut. Donc ils ont appris tout seuls, entre guillemets, en jouant contre eux-mêmes, mais ils ont quand même mis 4,9 millions de parties à jouer. Un être humain, il ne fait pas 4,9 millions de parties pour jouer au Go. Il y a quelque chose aussi qui aide au jeu d'AlphaGo, c'est que même si l'espace des possibles est énorme, le nombre de parties est fini en fait. Alors ce n'est pas 4,9 millions, il y en a beaucoup plus. Mais n'empêche que c'est un espace d'état qui est assez fini, et du coup c'est facile pour un ordinateur de jouer ces parties-là en accéléré. D'accord ? Ça, il n'y a pas de problème pour lui, vous pouvez le faire jouer beaucoup plus vite qu'un être humain, parce que pour lui, le temps compte pas, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de dormir, il a juste à jouer ses parties très vite. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas lui faire apprendre n'importe quoi. Si vous voulez lui faire apprendre les choses qui arrivent dans la vie courante, dans la vie courante, ça va se produire au rythme de la vie courante. Et donc s'il faut qu'il voit 4,9 millions de fois la même chose, eh ben, il n'est pas prêt d'avoir, avec une vie d'un être humain, pouvoir absorber la masse d'informations qu'il lui faut pour être intelligent. D'accord ? Accessoirement, pour cette histoire de partie de Go, il a appris pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il consommait 2000 watts. C'est une mesure d'énergie par seconde. Si vous regardez ce que coûte le cerveau humain, il coûte 20 watts. C'est 100 fois moins. D'accord ? Et si vous comptez quand même le corps, parce qu'il faut peut-être se dire que le cerveau tout seul, ça ne marche pas, c'est que 100 watts quand même. Hein. Donc, on est beaucoup plus économique qu'un réseau de neurones artificiels. On est capable de comprendre avec beaucoup moins de parties et on coûte beaucoup moins cher en énergie. D'accord ? Mais bon, il y a Arti qui a un petit argument dans sa poche qui dit « Oui, mais ça utilisait du renforcement ». Et alors, je n'ai pas résisté à vous raconter l'histoire du renforcement parce que je pense que c'est une superbe illustration de ce que fait l'intelligence artificielle quand elle est à côté de l'intelligence naturelle et qu'elles font ça ensemble. Alors, c'est quoi cette histoire de renforcement ? Même Mathieu, il est conquis, il dit effectivement, le renforcement et le rôle de la dopamine, je vais vous raconter tout, ne vous inquiétez pas, c'est une belle histoire écrite à deux, intelligence artificielle et intelligence naturelle. Alors au départ, on commence, là, vous voyez, on est monté d'un cran, on va oublier un peu les neurones et on va se concentrer sur de la cognition. Donc on va se concentrer sur quelque chose qui vient juste du comportement au départ, et on ne va pas se réfléchir pour l'instant à comment le hardware, qui est à l'intérieur ici du cerveau du chien, fait ça. Alors ça commence avec une expérience en 1904 de Pavlov, d'Ivan Pavlov, que vous devez connaître. Alors qu'est-ce que fait Ivan Pavlov ? Il agite une petite cloche et il donne à manger au chien. Il fait ça plein de fois. Et forcément, à chaque fois que le chien au départ voit la nourriture, il se met à saliver. Et il se rend compte qu'au bout d'un certain temps, même si on ne donne pas à manger au chien, à chaque fois que le chien va entendre la cloche, le chien salive. Ça s'appelle du conditionnement pavlovien. Je suis sûre que vous avez déjà fait ça si vous avez un chat, même sans faire exprès. Quand vous avez un chat, vous lui donnez à manger, généralement vous tapez sur l'assiette. Et alors moi, mon chat, j'ai fait ça, et donc à chaque fois que je fais la cuisine et que je tape sur l'assiette, il est persuadé qu'on va lui donner à manger. Parce qu'il a complètement associé ce bruit-là avec il y a la bouffe. D'accord ? Donc ça, c'est du comportement de base qui est connu donc depuis 1904, c'est du renforcement pavlovien. Et en fait, Pavlov a vraiment inspiré l'intelligence artificielle. En fait, au départ, c'était des modèles un peu basiques, en particulier ceux de Bush et Nusteller. Et puis, il y a eu une révolution, dans les années 90, il y a deux informaticiens, Bartow et Sutton,
qui vont inventer un truc qui s'appelle le Temporal Difference Reinforcement Learning. Alors, ça, je le traduis en français, l'apprentissage par renforcement avec une différence temporelle. Alors, je vous explique déjà ce que c'est l'apprentissage par renforcement sur un petit jeu de Pac-Man. Et puis, après, je vous dirai ce qu'ils entendent par temporal différence. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Alors, ils disent, on va essayer d'abstraire ce que c'est cette histoire de renforcement, là, la petite cloche, la nourriture, etc. Qu'est-ce que c'est? On a un agent. L'agent, c'est le chien dans l'expérience de Pavlov, puis dans le jeu de Pac-Man, c'est le petit Pac-Man. L'agent, il est capable de faire des actions dans l'environnement. Donc, par exemple, il va saliver parce qu'il a besoin de saliver pour arriver à bien manger. Donc, il va avoir des actions à faire, et puis l'environnement, ici, ça va être par exemple le jeu de Pac-Man, etc., va lui proposer deux choses. Il va lui donner un état, par exemple, il y a à manger. Enfin, non. Il va lui proposer un état, donc par exemple, il y a la cloche, etc., il y a plein de choses qui constituent l'état autour du chien. Et puis, il va lui donner un reward. Là, pour le coup, c'est le fait qu'il ait à manger. Et qu'est-ce que l'algorithme fait? Enfin, tous les algorithmes de renforcement font pareil. On va tester des actions. On va en tester plein. Et à chaque fois, on va se souvenir du reward qu'on a eu et dans quel état on était. Et on va mettre à jour en se disant « Ah, cette action, elle était sympa parce qu'elle m'a amené du reward. » Donc, par exemple, quand j'entends la cloche, « Ah, c'est sympa de saliver parce que du coup, je mange plus vite. » Et au fur et à mesure, je finis par comprendre que si j'entends la cloche, il faut que je salive parce que la bouffe va arriver. D'accord? Donc ça, c'est du renforcement de base. Ce que les informaticiens Barto et Sutton ont imaginé, mais ils ont vraiment imaginé ça, alors que l'expérience de Pavlov ne le montrait pas. Ils ont imaginé, parce que ça marchait mieux mathématiquement, donc ça marchait mieux dans l'ordinateur, qu'en fait, pour que ces stratégies marchent bien dans des environnements de plus en plus complexes, on ne peut pas juste dire « Tiens, il y a la cloche, je vais avoir à manger ». Il faut que je me mette à me dire si je fais ça, dans 10 actions suivantes, je vais avoir à manger. Il faut que je commence à planifier, à prédire que je vais avoir à manger après toute une succession d'actions. Sinon, je ne vais pas être capable d'apprendre beaucoup de choses. D'accord? Et donc, c'est ça le temporal différence, c'est qu'ils ont mis en place tout un algorithme qui se met à prédire quand est-ce que le reward, donc la nourriture typiquement, va arriver, et qui le met à jour au fur et à mesure que ça marche. D'accord? Donc il y a cette prédiction dans un certain temps, et je peux évaluer dans combien de temps, avec une certaine probabilité, le reward va arriver. Et alors c'est ça le truc absolument fou, c'est qu'on a vu que ce qu'imaginaient Barto et Sutton, le cerveau le faisait. Mais on l'a vu après. Et on l'a vu parce qu'on connaissait les algorithmes de Barto et Sutton, et que du coup on a compris ce qu'on était en train de voir pendant l'expérience. Alors cette expérience, c'est l'expérience de Schultz et des co-auteurs dont je ne me souviens plus, dans les années 93. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc c'était des singes qui apprenaient à voir une lumière, donc c'est un peu comme la cloche du chien, hein, voir une lumière, et puis quelques temps après, c'est pas instantané, ils ont droit à une goutte de jus de fruits. Donc pareil, ils ont à manger. Même principe. Et ils ont enregistré ce qu'on appelle des neurones dopaminergiques. C'est des neurones qui produisent une substance qui s'appelle la dopamine. C'est un neurotransmetteur, et au départ, on disait la dopamine, c'est un peu l'hormone du plaisir ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au début de l'expérience? Au début de l'expérience, donc là, vous voyez les petits points, c'est les potentiels d'action dont je vous parlais, les temps auxquels le neurone dopaminergique va émettre ces potentiels d'action. Et arrivé au niveau de la synapse, du coup, il relâche de la dopamine. C'est la substance chimique qu'il met dans les synapses. Alors, au départ, on regarde la goutte de jus de fruits. La goutte de jus de fruits, quand elle arrive, peu de temps après, en fait, ça ne se voit pas très bien sur les petits points, mais quand on fait la somme de tous les petits points, on voit bien qu'un tout petit peu après la goutte de jus de fruits, il y a plein de dopamine qui sont libérées par ces neurones. D'accord? Donc, ça correspond au plaisir, il est content d'avoir du jus de fruits, donc il a de la dopamine, ou est-ce qu'il est content parce que la dopamine a été mise, c'est un autre problème, mais en tout cas, ça correspond à cette histoire de retransmetteur du plaisir. La chose très rigolote, c'est qu'une fois que le singe a appris que quand il y avait la lumière, peu de temps après, il allait y avoir la goutte de jus de fruits, il n'y a plus de dopamine qui est émise juste après le reward. En fait, cette dopamine, elle est émise quand? Elle est émise bien avant, dès qu'il voit la lumière. Vous voyez, le pic de dopamine, il est là. Et en fait, on peut plaquer dessus un algorithme de renforcement et essayer de montrer qu'en fait,
ce système dopaminergique fait exactement ce que l'algorithme de Batho et Sutton prédisait, c'est-à-dire qu'il prévoit le reward. Il prévoit que, tant de temps après, on va avoir la goutte de jus de fruits. Et donc, la dopamine devient une hormone, enfin un neurotransmetteur d'anticipation du plaisir. Et du coup, il a un rôle extrêmement important, ne serait-ce que dans les comportements d'addiction. Parce que tout ça va être lié, c'est à cause de ça qu'on commence à devenir en manque, en fait. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'à partir de ce moment-là, les spécialistes ont dit « Waouh, l'intelligence artificielle, c'est génial !» Et du coup, il y a plein de spécialistes en neurosciences et en cognition qui parlent avec le vocabulaire de Barto et Sutton et qui vont en fait chercher dans le hardware humain, physiquement, quelles sont les structures qui sont en train de prendre les rôles des différents composants de l'algorithme de Barto et Sutton. Alors bon, maintenant, Mathieu, il est convaincu et il se dit qu'on va peut-être un petit peu aider l'intelligence artificielle à faire mieux parce qu'on a vu qu'elle consommait vraiment beaucoup d'énergie. Et en fait, si on regarde plus précisément ce qui se passe au niveau de la biologie, on peut peut-être dire certaines choses intéressantes aux gens qui font des réseaux de neurones artificiels pour que leur réseau de neurones artificiels marche mieux. Alors d'abord, on va leur dire que la non-linéarité à la fin, c'est pas n'importe quoi, c'est un spike. Un spike, c'est quoi? C'est cette forme-là, c'est cette forme de potentiel d'action-là. En fait, la forme que vous voyez, qui est la forme du signal électrique, elle est complètement stéréotypée. Elle dépend de plein de paramètres chimiques du neurone, et le neurone ne va jamais changer son message. Donc en fait, il envoie toujours le même signal électrique, ça ne bouge pas. Donc d'un point de vue informatique, en fait, c'est un 0 et un 1. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas la peine d'envoyer des tonnes de messages aux neurones voisins, un truc très compliqué à comprendre. Non, 0, 1, ça suffit. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose, il y a un phénomène très rigolo. Je vais juste vous expliquer cette partie-là, mais après, on pourra discuter de cette partie-là. C'est qu'en fait, on a regardé au niveau des neurones ce qui pouvait être dans le hardware connecté un petit peu à l'expérience de Pavlov. Donc je vous le fais sur l'expérience de Pavlov, c'est un peu faux parce que c'est toute une chaîne de neurones au lieu d'être 2 neurones, mais on va imaginer ça avec 2 neurones. Il y a le neurone petite cloche et le neurone je salive. Et on va imaginer qu'au départ, ces 2 neurones-là, ils sont connectés, mais alors très faiblement, il n'y a pas vraiment de lien. Et alors, on dit, à chaque fois que le neurone présynaptique, la petite cloche, envoie un spike, et que le neurone postsynaptique avec un délai pas très loin derrière spike, donc par exemple je salive, eh ben je vais renforcer, ça c'est des mesures empiriques, hein, je renforce la connexion synaptique entre les deux. Donc ça veut dire qu'au départ, 2 choses qui n'étaient pas liées, à force de l'avoir appris, la connexion synaptique entre ces 2 neurones va se renforcer, ce qui fait que quand l'un va spiker, ben il va forcer l'autre à spiker, même s'il n'a plus d'autres raisons, comme vraiment voir de la nourriture, de spiker. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir expliquer qu'en fait, un réseau de neurones apprend. C'est par cette dynamique qu'on appelle de la plasticité synaptique, plasticité dépendante du temps de spike. Il y avait une règle ancienne qui s'appelait la règle de Hebb, qui a été aussi beaucoup utilisée en IA, mais maintenant les gens sont vraiment focalisés sur celle-là. Et puis, juste pour l'intuition, dans l'autre sens, si le neurone salive arrive avant le neurone lumière, petite cloche, pardon, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que le poids synaptique va diminuer. C'est-à-dire qu'on a vraiment, enfin, le temps est hyper important en fait pour qu'on comprenne les chaînes de dépendance. Il faut qu'il y en ait un qui se passe avant l'autre pour qu'on comprenne que c'est une cause et qu'on renforce le poids synaptique. Si ça arrive dans l'autre sens, c'est que ce n'est pas une cause, donc on fait chuter le poids synaptique. Et cette règle qui paraît évidente quand on le dit algorithmiquement, c'est vraiment quelque chose qui est mesuré sur les neurones biologiques. Alors il y a plein d'autres choses du côté de la bio qui est intéressante. Il y a de l'inhibition dans le cerveau. On a 20% de neurones qui inhibent le réseau, et ça lui permet de rester cohérent. Si on n'avait pas d'inhibition, on aurait des crises d'épilepsie. Donc on a tout un tas de neurones qui ne sont là que pour éviter que l'activité du réseau s'emballe. On a aussi des boucles de rétroaction, c'est-à-dire que le réseau il n'est pas linéaire comme ce que je vous ai montré. Le réseau n'arrête pas de s'envoyer des messages à lui-même, entre autres pour s'inhiber lui-même, c'est-à-dire que si qu'à un moment donné ça va trop loin, on va se calmer, mais il y a plein de boucles de rétroaction partout dans le réseau. Et alors en fait, l'intelligence artificielle, elle peut implémenter tout ça. Alors déjà, quand je vous parlais de boucles de rétroaction, en fait, il y a des réseaux qui s'appellent récurrents. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça en couches, on va se mettre à faire des cycles.
Et les cycles, c'est très important parce qu'on va pouvoir commencer à comprendre des choses rigolotes du langage. Comment un mot en enchaîne un autre, etc. Je suis sûre que ça, vous vous rendez compte que ces réseaux, dans votre tête, marchent de manière récurrente et comme ça, dans l'ordre, c'est que si on vous a appris, alors soit une comptine enfantine, soit votre numéro de téléphone par cœur, etc., généralement, vous n'êtes pas capable de le commencer en milieu de phrase. Vous n'êtes pas capable de commencer votre numéro de téléphone au milieu, ou de le faire à l'envers. Vous êtes obligé de le dire dans l'autre. C'est parce que vos neurones, ils se sont connectés comme ça, les uns derrière les autres, et même s'il y a des boucles, vous êtes obligé de faire la boucle dans un sens pour arriver au même point. D'accord ? Et du coup, notre langage humain, il est basé sur cette idée-là qu'on a besoin de le faire de manière dynamique, comme ça, avec des cycles. Et du coup, les réseaux récurrents artificiels, ils vont être hyper adaptés pour le langage à cause de ça. Il y a pas mal de travaux qui ont mis de l'inhibition. Et ils ont montré, alors que c'est purement empirique, c'est juste parce qu'ils mimaient le cerveau, qu'en fait, on a de meilleurs résultats d'apprentissage si on rajoute de l'inhibition dans le système. Il y a des gens qui se sont dit, bon, on va arrêter de transmettre tout et n'importe quoi, on va vraiment transmettre que des 0 et des 1, ça s'appelle des binary neural networks. Et les choses les plus rigolotes en ce moment, c'est ce qu'on appelle les spiking neural networks. Donc, c'est des réseaux spikants. Donc, c'est censé vraiment mimer ce que je vous ai dit de l'intégration synaptique et du fait qu'on, quand on passe un certain seuil, on décharge, 0, 1. Et on leur a rajouté dessus la règle de plasticité synaptique biologique qu'on a vue avant. Et du coup, ces réseaux qu'on va appeler neuromorphiques, je vais y revenir après, commencent à atteindre les performances des réseaux artificiels classiques, comme celui qui a battu le joueur de Go en 2016. Alors ça, pour l'instant, c'est des algorithmes bio-inspirés. Mais on peut aller plus loin. On peut regarder le hardware de l'intelligence artificielle et le rendre bio-inspiré aussi. Alors, comment on fait ça? En fait, en particulier, ça c'est un exemple, c'est Spinnaker, c'est ce qu'on appelle une implémentation neuromorphique. Ce sont des petits processeurs qui sont connectés comme des neurones. C'est-à-dire que chaque processeur est très très bête, mais on en met énormément. On en est à 10 puissance 6 cœurs dans cette petite plaque qui est grosse comme ça, hein. C'est pas énorme. En fait, ce truc-là a été développé par le Human Brain Project. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un énorme projet européen qui a commencé en 2013, qui a coûté 1 milliard d'euros à l'Europe quand même, et dont le but affiché était de faire quoi? C'était officiellement de simuler le cerveau humain. C'est ce qu'ils annonçaient en 2013. En 2013, on voulait simuler 10 puissance 11 neurones. C'est la taille du cerveau humain, 10 puissance 11 neurones, 100 milliards de neurones. Donc on n'y est pas. En 2018, on a atteint le million de neurones sur ces petites cartes. Mais le million de neurones, c'est juste une petite carte. Donc après, on peut déjà en mettre beaucoup. Puis on va y revenir, en fait, ça dépend si on décide d'avoir une solution hardware comme ça, ou utiliser les supercalculateurs classiques qu'on a, et puis voir si on peut simuler le réseau. Alors, une des applications rigolotes de cette IA neuromorphique, qui d'ailleurs vient de chercheurs d'ici, il y a Benoît Biramont au laboratoire d'électronique, je vous montre 2 de ses projets, c'est que ce qui est génial avec l'IA neuromorphique comme ça, c'est que ça coûte pas cher en énergie. Parce que ce truc-là, il a été fait pour communiquer comme des neurones, ça envoie des petits spikes 0,1. Des fois, ils arrivent même à implémenter un petit peu de plasticité synaptique en jouant sur des composants qui auraient physiques, qui ont une petite mémoire, une petite résistance avec une mémoire. Et donc, ils ont été capables d'intéresser Renault, parce qu'ils pensent typiquement chez Renault que pour les voitures qui vont être commandées par intelligence artificielle, si on veut des caméras qui réagissent très vite à des obstacles, eh ben on a intérêt à ce que la caméra soit déjà intelligente. Et une caméra, elle ne peut pas être très grosse, etc., etc. Donc il faut que le réseau ait appris tout seul et que il consomme peu d'énergie. Donc la caméra a un réseau neuromorphique embarqué qui est de ce type-là. Et de la même façon, ils ont envoyé une de ces caméras dans l'espace sur des satellites, parce que de la même façon, ces caméras vont être capables d'apprendre toutes seules, entre guillemets, et de coûter pas cher en énergie. Donc on peut les envoyer très loin et elles vont continuer avec très peu d'énergie à faire ce qu'on leur a demandé de faire. Et alors, pour en revenir au Human Brain Project, c'est une question que même des chercheurs se sont posées. Ça a été un énorme débat dans la communauté. 1 milliard d'euros, vous imaginez le Human Brain Project. À quoi ça sert en fait de simuler le cerveau? Est-ce que ça sert vraiment de mettre autant d'argent dans une simulation d'un cerveau humain? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors je vais vous montrer quand même des choses rigolotes déjà au niveau du Blue Brain Project qui lui enfin il n'est pas fini mais ils ont déjà énormément de résultats et le Blue Brain en fait c'est l'ancêtre du Human Brain Project. À l'époque ils disaient on ne va pas simuler le cerveau humain, on va simuler des parties du cerveau du rat. Alors ici c'est une colonne corticale artificielle. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les colonnes corticales artificielles de rats. Ils ont regardé précisément la forme des neurones. Tout calculé. Le nombre de neurones qu'il y avait, le type de neurones qu'il y avait, le nombre de synapses, etc. Et après, ils ont demandé à l'intelligence artificielle, OK, avec toutes ces données, recrée-moi des colonnes artificielles qui ressemblent. Donc, mets-moi à peu près le même nombre de neurones, regarde comment ça marche, regarde comment on peut créer les connexions synaptiques, etc., etc., et qu'est-ce que ça fait. Et une des choses rigolotes qui se passe, c'est que, par exemple, ils se sont rendus compte en faisant ça d'un fait qui est marquant pour nous, pour la compréhension du cerveau humain, c'est que ce n'est pas parce qu'on met 2 neurones pas loin qu'il y a une synapse. Si on met des synapses, à chaque fois que 2 neurones sont pas loin, il y a beaucoup trop de synapses dans cette colonne corticale et elle ne marche vraiment pas bien. En fait, il y a plein de règles pour mettre ces synapses de manière intelligente qui font que le réseau fait quelque chose qui ressemble à ce que la biologie fait. Donc en fait, ça sert à quoi de faire ces modèles de zones corticales ou de cerveau? Ça permet de savoir quels sont les ingrédients du modèle qui produisent tel ou tel effet. Par exemple, la proportion de synapses. Comment on met des synapses entre les neurones? Ce n'est pas au hasard, c'est quelque chose d'important. Et on peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien compris comment ça marchait, on peut se dire, bon ben, maintenant j'ai telle maladie, qu'il y a tel problème, ça vient probablement de tel effet dans mon modèle, de tel canaux ionique, de telle concentration, dopamine, etc. Et ben, je vais rajouter ça à mon modèle et voir si le modèle numérique va mieux. Et puis une fois qu'on est à peu près sûr que sur le modèle numérique, ça fait des choses intéressantes, et ben, on va essayer de le transposer sur des expériences, mais ça va nous économiser pas mal d'expériences, que ce soit sur les animaux ou sur les humains, d'avoir fait ces modèles numériques. Alors juste pour vous donner un ordre de grandeur, la plus grande simulation réaliste à ce jour de réseau de neurones, elle n'est quand même pas en 3D, mais elle est censée modéliser le cortex visuel du primate, je crois. Elle est à 68 10 puissance 9 neurones, ça a été fait par l'équivalent du Human Brain Project au Japon, et les auteurs c'est Yamura et al. Pour vous donner un autre ordre de grandeur, vu qu'il y a beaucoup plus d'argent sur les réseaux de neurones artificiels que sur les réseaux de neurones qui sont censés juste reproduire le cerveau humain, bah Elon Musk, avec Microsoft, a réussi à faire un réseau de neurones artificiels qui est à 175 10 puissance 9 neurones, mais ce n'est pas fait pour simuler le cerveau humain, c'est fait pour faire des choses économiques importantes, on espère. Voilà. Alors maintenant que l'intelligence artificielle a l'air de bien s'entendre avec l'intelligence naturelle va commencer à lui dire, ben, si je t'explique un peu mieux comment ça marche, est-ce que tu peux m'aider en retour? Alors une des premières choses que je trouve vraiment jolie, ça a été pour les neurobiologistes de comprendre comment marchaient les directions de mouvement. Donc ça, c'est une expérience de Georgopoulos en 88. Ça dit quoi? Ça dit que dans votre cerveau, dans le cortex moteur, vous avez des neurones qui regardent la direction. Et alors vous vous souvenez, donc ça c'est toujours mes points à chaque fois qu'il y a un spike, et donc quand ça devient plus dense, ça veut dire que ça spike plus. D'accord? Et vous voyez que ce neurone-là, ben, il préfère spiker de ce côté que de ce côté. De ce côté, il y en a beaucoup, de ce côté-là, il n'y a plus rien, c'est vide. Ben, donc on peut utiliser ça pour essayer de deviner dans quelle direction on veut bouger. Et alors l'intelligence artificielle, elle est capable de faire ça après. Alors je vais essayer de vous montrer la vidéo. Hop, hop, hop. Donc ça c'est une tétraplégique. Je vous mets la vidéo en anglais, mais ça va durer, je vous mets à 2 endroits, ça va être en 1 minute, et après je vous réexplique en français ce que c'est. D'accord? Vous la voyez bien là? Ouais. I saw a video. I opened it and watched a man in a wheelchair had his brain hooked up and he controlled an electronic arm and he was learning to move it, and at the end of the study they said they were looking for volunteers. And this... Donc elle a candidaté. Je vous mets juste le passage. J'essaye de trouver le bon moment. Voilà. Hop. Brett not doing that. This is the ride of my life, what I keep saying. This is the roller coaster. This is the skydiving. It's just fabulous, and I'm enjoying every second of it.
from the beginning, we've been really focused on, how much control can you get of this arm, moving the hand and wrist and everything, but, Jan's goal has really been to feed herself a piece of chocolate. Donc là, elle contrôle vraiment le bras robotique avec son cerveau, d'accord ? Ok, on va arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez peut-être entendu la dernière phrase, One small nibble for a woman, one giant bite for BCI. Ça veut dire une petite bouchée pour une femme, une bouchée de géant pour l'interface cerveau-machine. Parce que c'était une des premières fois où ces interfaces cerveau-machine marchaient. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, ce que vous voyez là, c'est qu'elle a des électrodes qui sont implantées dans le cortex moteur, et donc vont essayer de décoder le mouvement selon plus ou moins les principes que je vous ai expliqués avant. Alors après, il y a une énorme intelligence artificielle pour essayer de comprendre quel neurone code pour quelle direction, parce que, mine de rien, si vous regardez votre bras, il y a plusieurs degrés d'orientation, hein, donc il va falloir comprendre qui code pourquoi. Et il faut savoir que le cerveau est plastique, donc lui aussi, le cerveau de la dame, va apprendre. Donc en fait, alors je ne sais plus si c'est avec cette dame-là, parce qu'il y a eu plein d'expériences de ce genre-là, hein, ou avec une autre, la personne disait qu'en fait, on sent vraiment que l'intelligence artificielle commence à apprendre comment le cerveau de la dame ici se comporte, mais la dame en même temps apprend à remodeler sa plasticité synaptique à elle, et donc apprend à de mieux en mieux contrôler le bras. Et en fait, au bout d'un moment, une fois que la phase d'apprentissage est passée, en tout cas, une de ces personnes-là disait « Je préfère qu'on m'enlève l'intelligence artificielle parce que j'y arrive toute seule maintenant ». Donc on est arrivé à un point où l'intelligence artificielle était là au début pour qu'il se passe quelque chose, parce que si l'intelligence artificielle n'est pas là pour guider le mouvement, on n'arrivera jamais à trouver qui fait quoi. Mais à un moment donné, ça devient pour eux plus naturel, parce que ça devient vraiment leur bras, de le faire sans vraiment d'interface d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus tout un processus qui essaye de deviner ce qu'elle veut faire, mais qui va juste décoder précisément ce que fait chacun des neurones. D'accord ? Alors ça, c'était en 2012. Il y a eu plein d'expériences de bras robotiques comme ça, en particulier pour les mutilés du Vietnam, pour les tétraplégiques, etc. Juste pour vous montrer que la science avance, en 2022, il y a un implant qui a permis à des paraplégiques, cette fois-ci vraiment équipés, parce que ça c'était des expériences, la personne était obligée d'être débranchée quand elle n'était pas en laboratoire, ne pouvait pas emmener le bras robotique chez elle. Le bras robotique était de toute façon trop gros, trop lourd, là on ne voit pas bien, mais il y a un moteur complètement dingue, c'est impossible que la personne soit appareillée à domicile. Ces personnes-là maintenant, ça marche en Bluetooth, et ils récupèrent le signal ici, il y a une petite intelligence artificielle, et ils le retransmettent de l'autre côté de la lésion pour que les personnes remarchent. Donc c'est possible. Alors, attendez, là j'ai perdu mon... Hop, voilà. Là on peut faire plein de choses avec des interfaces cerveau-machine. L'interface cerveau-machine qui est la plus connue, la plus utilisée, c'est les implants cochléaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un implant cochléaire? C'est en fait, si vous regardez comment marche une oreille, vous avez une structure ici qui ressemble à un escargot qui s'appelle la cochlée, dans lequel il y a des petits cils, hein, comme des poils en fait, qui vont vibrer en fonction des fréquences auditives que vous entendez. Et quand la personne commence à être vraiment malentendante, en fait, ces cils vont s'amenuiser, voire disparaître, mais de l'autre côté, il y a toujours le neurone qui est là. Et donc, en fait, on va implanter un fil qui va aller exciter ces neurones-là. Donc, il y a une petite interface qui comprend le son, le transforme en « Ah, c'est telle fréquence, il faut que j'excite tel endroit de la cochlée », et qui va transformer ça en un signal électrique que la personne va comprendre, du coup, puisqu'elle a l'impression d'entendre. De la même façon, on a cette personne-là, là c'est beaucoup plus récent, qui était aveugle et qui va revoir de la même façon. Il y a une caméra sur les lunettes qui va comprendre la scène et qui va transformer ça en signaux électriques, qui seraient les signaux électriques envoyés par la rétine. Donc c'est des rétines artificielles, si vous voulez. Et puis après, le cortex visuel va
comprendre ce qui se passe. Donc elle voit un peu comme si c'était un vieux film en noir et blanc, mais elle commence à voir des formes alors qu'elle n'avait pas vu depuis... Alors je ne sais plus si elle, c'était de la naissance ou depuis très longtemps. Alors, dans les deux cas, c'est des implants, c'est-à-dire que c'est invasif. Vous voyez ici, on est quand même en train de rentrer dans le cerveau pour mettre l'électrode qui fait ce qu'on veut. Il y a d'autres interfaces cerveau-machine qui n'ont pas besoin d'être invasifs, et pourtant c'est pour des maladies quelque part encore plus compliquées. Donc attendez, je vérifie juste. Voilà, c'est celui-là. Hop. Donc ça, c'est une équipe d'INRIA qui est juste à côté, qui fait ça, qui s'appelle l'équipe Athena. User to spell words using a keyboard which is on a screen and which flashes. And the fact that it flashes induces certain brain activities and the letter that the person wants to spell is flashed. We ask the user to concentrate on the number of times a letter will flash. He selects a letter, counts the number of flashes, and from the brain signals, we are able to induce what letter the user has focused on. So the P300 response is called P300 because it occurs 300 milliseconds approximately after an event which the person is very interested in. For example, if you're at a red light and you're waiting for the green light, as soon as the green light comes, you'll get a P300 response. So we're using this effect to measure in the electroencephalogram at which time there is P300 response, and using this information, we can find which letter the person wants to spell. Ok, alors je vous traduis pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met sur la tête des gens un casque EEG. Donc là, pour le coup, c'est pas invasif, c'est comme un bonnet, si vous voulez. Il y a un peu de gel dedans et il y a des électrodes qui vont mesurer l'activité électrique qui est émise par votre cerveau, mais à travers le crâne, les cheveux, etc. On n'est pas obligé d'aller mettre des électrodes pour la capter. Et en fait, donc quand on fait ça, on est beaucoup moins fin que quand on capte des neurones moteurs pour les mouvements. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus grossier. Mais là, il y a des signaux qui sont très forts qui vont être évoqués. Donc à chaque fois on va juste demander à la personne de regarder l'écran et de compter le nombre de fois où une lettre s'allume. Et du coup, par exemple, ici, il veut la lettre E, il va juste regarder E, et quand ça s'allume, ça va faire ce qu'ils ont montré aussi sur le passage du feu rouge au feu vert. Donc ça va créer une petite onde comme ça que le casque EEG va récolter, l'intelligence artificielle va interpréter le plus vite possible pour se rendre compte que donc c'était un E que la personne attendait, et donc on va commencer à épeler comme ça les mots. Et en fait, cette interface, elle est utilisée pour les gens qui sont atteints de lockdown syndrome. Vous avez peut-être entendu ça, c'est l'effet papillon, le livre. Donc c'est des gens, par exemple, qui ont la maladie de Charcot, qui ont une neurodégénérescence quasiment complète, qui font qu'ils n'arrivent plus à parler, ils n'arrivent plus à bouger, ils arrivent encore à voir. Heureusement qu'ils voient, parce que sinon ça ne serait pas possible. Et donc on leur met ces casques EEG, et ce qu'ils veulent dire, c'est l'interface cerveau-machine qui l'interprète et qui épelle. Et donc ils arrivent à reparler lentement, mais à communiquer avec les gens grâce à ce type d'interface cerveau-machine qui n'est même pas invasif. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le Neuralink, parce qu'il y a plein de gens qui m'en ont parlé récemment. Elon Musk a fait toute une campagne de pub en disant on va être les premiers à faire de l'interface cerveau-machine, à faire des implants qui vont permettre d'augmenter la cognition. Bon, parce que c'est publicitaire et c'est Elon Musk, mais je vous rappelle, hein, les bras robotiques, c'était 2012, hein, donc c'est pas récent. Après, autant pour des applications médicales, personnellement je peux comprendre, autant je ne suis pas sûre que les gens soient prêts, en dehors d'une application médicale sévère, à avoir des choses implantées dans le cerveau. Mais bon, on ne sait jamais vers quoi veut tendre Elon Musk, ça c'est un autre problème. Bon, alors finalement, ils se sont réconciliés, tous les deux, mais ils trouvent qu'ils s'entraident plus trop bien. Et du coup, je voudrais finir juste par... Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'ai écouté cette conférence-là en mars, entre Francis Eustace et Jean-Gabriel, je crois, Ganassia, sur les conséquences des usages numériques sur la mémoire et les apprentissages. Et je voulais vous parler d'une chose qui, à mon avis, est intéressante entre intelligence artificielle et intelligence naturelle, c'est ce qu'on appelle la cognition augmentée.
Alors la cognition augmentée, ça peut être la version d'Elon Musk, on a des puces dans le cerveau et on commence à, je sais pas, lancer Internet tout seul, ou je ne sais pas ce qu'il imagine. Moi, je pense que la cognition augmentée, c'est déjà ça, c'est-à-dire votre téléphone portable. Si vous réfléchissez bien, on est en train de vivre une révolution qui est à peu près l'équivalent de la révolution de l'écriture. Quand les êtres humains sont partis d'une tradition parlée et ont commencé à écrire pour ne pas oublier, il y a des gens qui se sont dit, oui, non mais du coup on va perdre la mémoire maintenant qu'on n'a plus besoin de se souvenir, on est en train de tout écrire, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Il y a des gens aussi qui disaient, on va perdre le naturel, on va perdre le discours. On est habitué à se parler spontanément et là maintenant on va pouvoir lire des discours, c'est quand même hyper bizarre. Donc il y a une révolution complètement dingue avec l'arrivée de l'écriture et de la lecture, et maintenant on considère que l'écriture et la lecture font partie de notre cognition. On n'imaginerait pas élever un enfant sans lui apprendre à lire et à écrire. Donc maintenant, pour nous, c'est une capacité normale. Ça a même probablement transformé la manière dont on réfléchit, cet avènement de l'écriture. Ça a transformé notre algorithme dans notre tête. Bon, alors, ce smartphone, à mon avis, il est aussi en train de transformer la manière dont on réfléchit. Si vous réfléchissez, moi, quand j'étais petite, je connaissais plein de numéros de téléphone par cœur. Je connaissais le numéro de mes grands-parents, mes oncles et tantes, tous les numéros que je composais souvent, je les connaissais par cœur. Maintenant, à part le mien éventuellement, parce que je dois le donner de temps en temps, j'en connais plus un seul. Parce qu'en fait, votre mémoire, une partie de votre mémoire, vous l'avez déléguée à cet appareil-là. Vous avez aussi délégué à cet appareil-là probablement une certaine partie de votre capacité de comptage, de calcul. Vous avez tout ce qui était traduction. Je vous ai dit, maintenant avec DeepL, ça devient quand même beaucoup plus facile. Toutes ces choses que vous appreniez parce que vous vouliez parler vite en anglais, etc., peut-être qu'il y a certaines choses, maintenant, vous n'allez plus faire trop attention parce que la connaissance, elle est là. L'apprentissage, il est là. Donc, en fait, vous êtes en train de vivre une cognition augmentée. Vous avez délégué à cet appareil, tout comme on avait délégué à l'écriture, au livre, une certaine partie de nos facultés, on est en train de déléguer à ce truc-là une certaine partie de nos facultés. Peut-être, si c'est encadré, pour aller vers un but meilleur. Et c'est tout l'objet de cette discussion, c'est-à-dire... Typiquement, on se rend compte maintenant avec les études que cet avènement du numérique est très bénéfique d'un point de vue cognitif aux personnes âgées. C'est quelque chose qui marche très bien, ça leur permet en particulier de combattre le déclin cognitif un peu automatique qu'on a quand on vieillit. C'est probablement à très haute dose et pour les enfants quelque chose qui est, si on le laisse complètement en accès libre, en train d'empêcher certains apprentissages, parce qu'en particulier, c'est ce qu'il disait dans cette conférence, on va vers le multitâche, c'est-à-dire qu'on est toujours perpétuellement sollicité, et donc on n'est plus capable de travailler longtemps sur un sujet. On a besoin maintenant de cette espèce de zapping permanent, qui du coup interfère avec nos capacités. Est-ce qu'après, ça va développer d'autres capacités, tout comme l'écriture a développé d'autres capacités chez nous, c'est toute une question, mais en tout cas, la collaboration entre l'IA et l'IN, on y est, l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, et il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est nous qui l'avons créée, ce n'est pas un compétiteur, c'est un outil, tout comme l'écriture et la lecture en étaient un, c'est un autre outil dont il ne faut pas forcément avoir peur, il faut juste l'encadrer et bien y réfléchir et le penser comme un outil qui est capable de, comme vous l'avez vu, chose magnifique pour l'intelligence naturelle. Puis voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Donc, merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je suis à vous. Merci. Oui. L'utilisation de cette dernière phrase que vous venez d'expliquer, oui. Est-ce que ça peut s'appliquer en métier manuel? Il y a des robots aussi. Oui, non, mais pour après quelqu'un qui travaille dans son petit coin, qui n'a pas le robot, oui. Est-ce que cette petite machine peut l'aider? Je parle d'un ouvrier qui travaille par exemple sur un réseau électrique, mais il n'a pas tout en tête, il a oui, bien sûr. Ça pourrait être appliqué. De toute façon, c'est ce qui se passe maintenant. Enfin, je sais pas.
Avec YouTube, vous pouvez apprendre à peu près tout et n'importe quoi. Ça a l'air tout bête, hein. Mais maintenant, moi je sais pas repasser, je sais que si un jour je vais devoir repasser, j'ai pas besoin de demander à ma mère, je vais demander à YouTube. Ma fille, elle est capable de faire des gâteaux complètement fous grâce à ça. Donc je pense qu'il y a plein de choses, même pour des travaux manuels très basiques, où on peut communiquer de la connaissance de par le monde qui déjà révolutionne la manière dont on le fait. Parce qu'on commence à avoir une espèce de connaissance planétaire globale quand on fait ça, ce qui n'était pas le cas avant pour ces petits métiers-là, et je pense que rien que ça, c'est important. Et autre chose, est-ce que, pour l'avenir, par exemple, vous avez évoqué votre cas, vous avez appris au fur et à mesure votre cerveau, vous l'avez modelé. Est-ce que cet outil ne va pas influencer sur l'apprentissage, ce que le mal peut-être, hein? Oui, mais tout à fait. Est-ce que ça peut diminuer le pouvoir du cerveau d'apprendre par lui-même? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je répète, hein, moi je suis mathématicienne, hein, je suis pas... C'est inquiétant, et en même temps, c'est peut-être parce qu'on n'est pas habitué que c'est inquiétant. Je vous explique. Alors là, je le fais de mémoire par rapport à la conférence que je vous dis, hein, mais il citait cet exemple où je crois que c'est des étudiants d'Harvard ou un truc comme ça. Ils ont comparé leur manière de répondre à, je ne sais plus quelle question, mais à 20 ans d'écart. Et donc il y a 20 ans, les gens cherchaient dans leur tête, ils cherchaient en eux la réponse. Maintenant, le premier réflexe, pourtant des gens très intelligents, Harvard, etc., c'est d'aller chercher sur le téléphone. Est-ce que ça en fait des gens moins intelligents? Ça dépend de comment on définit l'intelligence. Ils savent moins de choses, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de cet outil pour savoir, mais une fois qu'ils ont cet outil, ils savent plus. Par exemple, moi, avec mes étudiants, je me suis rendu compte de quelque chose que certains profs n'aiment pas du tout, mais moi, je peux leur faire parce qu'ils sont en master, donc ils sont très grands, et c'est pas très grave, c'est que je leur dis toujours, vous avez droit à Internet, vous avez droit aux notes, vous avez droit à tout. Je veux juste que vous fassiez ce que je vous demande. C'est-à-dire que je les mets dans une situation qui soit à peu près la situation qu'ils auront en entreprise. On vous donne un problème à résoudre, vous avez accès à tout, et maintenant vous y allez, vous répondez. Et en fait, ceux qui n'ont pas compris le cours, c'est pas parce qu'ils ont accès à tout qu'ils vont y arriver. Donc il y a quand même une forme d'intelligence qui est d'utiliser cette information énorme et d'être capable de l'utiliser à bon escient pour la transformer sur le problème. Et oui, mais c'est là que réside quand même notre part d'intelligence, c'est-à-dire qu'on ne va pas la perdre. On a cette histoire de bon escient, de cette histoire de on est plus intelligent que la machine parce qu'on sait où on veut aller, on sait ce qu'on cherche. Elle va nous donner plein de choses à laquelle on n'a plus besoin de fatiguer notre cerveau, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de se souvenir de tout, on n'a pas plus besoin de calculer tout à la main, etc., etc. Mais par contre, l'utilisation de telle ou telle méthode, le choix, en fait, dans cet océan, bah, ça va quand même rester quelque chose d'humain. Parce que l'humain est celui qui va comprendre le mieux ses propres besoins. Et donc, ce choix-là doit être intelligent. Et on doit former les gens à faire ce choix de manière intelligente. Dans l'océan d'informations dans lequel ils sont noyés. Voilà. Mais ça change. Oui. Juste, j'ai une question. Est-ce qu'un jour on pourra faire un mélange entre intelligence naturelle et intelligence artificielle pour faire une sorte de cerveau universel? Oh. Haha. Alors, c'est peut-être ce que veut Elon Musk avec Neuralink. Hein, après, ça dépend ce que tu appelles cerveau universel. D'apprendre, de s'adapter rapidement, d'arriver à assimiler des schémas rapidement, oui. De se souvenir de quasiment tout. Alors, le se souvenir de quasiment tout, si tu as accès à Internet, tu y es quasiment. D'accord ? Tout ce qui concerne la mémoire, je pense qu'effectivement, même avec ton téléphone, tu es déjà ton cerveau, comment tu as dit, supérieur ? Comment tu as dit ? Cerveau universel. Cerveau universel, voilà. Donc tu es déjà, en tout cas pour la mémoire, je pense qu'effectivement cet outil-là te permet d'être déjà un cerveau universel. Par contre, il y a des choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Comme je vous ai dit, elle ne peut pas apprendre de quelque chose qui se passe au rythme de la vie. Parce qu'elle a besoin d'apprendre en accéléré, elle a besoin d'une masse d'informations pour le faire. Donc,
Comme elle a accès à cet océan de connaissances énorme, elle peut apprendre à très finement reconnaître des photos de chiens et de chats, etc. Mais de là à te dire à toi, là précisément dans ta vie, il vaut mieux que tu fasses des études de commerce que des études de lettres, je ne pense pas que ce soit... Elle ne va pas être capable de faire ce choix-là. Il n'y a que toi qui peux le faire pour toi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il y a certaines décisions qui seront forcément du ressort de l'intelligence naturelle parce qu'elle est censée, l'intelligence artificielle, être à ton service. Et donc, il y a un certain nombre d'actions qu'elle ne peut pas apprendre parce qu'elle n'en est pas qu'un. Qui lui sont interdites, mais qu'en plus, elle ne peut pas apprendre, elle ne peut pas vivre 10 000 vies. C'est pas possible. Donc, elle ne peut pas vraiment comprendre complètement ce que c'est l'être humain. Enfin, et avec tous ses besoins. Ça répond à ta question? Pas trop, mais bon. Ça m'avance. Voilà. Après, est-ce que tu imagines des trucs, des espèces de zombies qui auraient la moitié du cerveau artificiel et la moitié du cerveau humain? Non, non, quand même pas. D'accord. Certes, il faut une partie artificielle et une partie naturelle, mais ça dépend la taille en fait. Oui, voilà. La partie d'intelligence naturelle pour savoir qu'est-ce qu'on fait plus tard, et intelligence artificielle pour chercher plus facilement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Mais ça, on est déjà en train d'aller vers... Oui, allez-y. Non, c'est très intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a tout ce qui sort, qui est des neurosciences sur les apprentissages ou même sur les rééducations de personnes âgées. Donc c'est vrai que ça, c'est un côté intéressant. Après, c'est vrai que c'est toujours le questionnement de ces applications, parce qu'on en revient toujours à faire le choix d'où on va aller. Et c'est vrai que sur les très jeunes enfants, alors on va voir ce que ça donne à long terme, mais c'est probablement mauvais. Parce qu'à un moment donné, ils sont quand même submergés par ça. Exactement. C'est quand même compliqué. Alors, je ne sais pas, je regarderai la conférence. Oui, la conférence est ambiguë. Hein. Elle ne dit pas que l'intelligence artificielle est le Graal. Hein. Non, mais justement. Après, ils évoluent avec ça. Et c'est voilà. une vraie question, en fait. Ouais. Et on s'aperçoit que l'apprentissage qui passe par l'humain, c'est quand même toujours le même apprentissage. Voilà, on a quand même des hospitalismes sur des enfants qui ne sont pas par des apprentissages humains. Et il y a aussi une autre dimension que la machine, oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant. Mais alors, par exemple, sur les expériences d'apprentissage, il y a des choses hybrides qui existent, qui marchent étonnamment bien, en particulier pour l'apprentissage des maths, où en fait, on va laisser la personne presque en tête-à-tête avec une intelligence artificielle qui lui soumet des problèmes, qui lui fait voir des vidéos, donc quasiment en autonomie. Le gros avantage, c'est que l'élève apprend à son rythme, donc peut rester des mois sur l'addition s'il n'a pas compris. Et ils se sont aperçus, quand ils ont fait des expériences, c'est que le fait que ça permette un espèce d'apprentissage individuel que ne permet pas une maîtresse pour 35 élèves, va permettre que des élèves qu'on va penser bêtes, en fait, ont juste besoin de passer 10 mois sur l'addition, puis un jour vont avoir le déclic et vont rattraper les autres. Donc, en ce sens-là, l'intelligence artificielle va aider à ça, mais quand ils ont fait ces expériences-là, il faut toujours qu'il y ait un référent humain. C'est-à-dire qu'on va mettre les gens en position d'apprentissage solo, mais quand ils ne comprennent pas, ils ont toujours la capacité de retourner vers un être humain et leur demander plus d'explications pour que la personne trouve d'autres manières que l'intelligence artificielle un peu bornée va pouvoir proposer comme différents parcours. Donc, un apprentissage hybride, en fait, il y a eu des expériences, en tout cas sur les mathématiques, et c'est vrai que c'est étonnant, c'est-à-dire que c'est mieux que chacun des deux individuellement, entre guillemets. Voilà, il y a un équilibre probablement à trouver dans l'utilisation de cet outil qui peut aider l'apprentissage, à mon avis. C'est le problème de notre éducation nationale, en ce moment. Oui. Oui. Dans les classes surpeuplées où on veut que tout le monde apprenne de la même façon, ce qui n'est pas possible. Oui. Et quand certains parlent de différencier les handicapés de classe normale, je suis grossier, mais c'est pas possible. Avec la pénurie des enseignants, non. Mais après, voilà. Mais après, bon, alors je ne crois pas que les expériences aient été faites en France. Il y en a aux États-Unis, au Canada, je crois. Mais il y a quand même des expériences qui visent à rendre les classes plus autonomes malgré la pénurie grâce à ce type d'enseignement, en fait. Donc les enfants, ils bougent maintenant comparé à avant, ils ne bougeaient pas, et donc aussi le corps est important. Voilà. On ne dit pas assez, mais je sais que les petites classes, en fait, il n'y a plus d'enfants. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Ouais. Juste une petite question. Vous parlez de l'IA qui est en accéléré, oui. Et je fais opposition à l'intelligence naturelle qui est sur la nuit des temps. Je pense à l'adaptation des végétaux à leur environnement.
depuis la nuit des temps et à la suite de Fibonacci et tout. Est-ce que l'IA peut observer tout ceci et pour s'améliorer et tout Alors, je pense, oui. Vu le long de la science qui observe les oiseaux, les végétaux, tout ça pour fabriquer des véhicules, des hélicoptères, des oui. CX. C'est du biomimétisme, ça s'appelle, je crois. Exactement. Bah, donc oui, ça existe. Je vous en ai montré un petit peu les swarm robots ou les algorithmes génétiques, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'observation de la nature et pas que de l'intelligence classique pour essayer d'avoir d'autres manières de penser ou d'autres manières de trouver d'autres solutions. Et donc effectivement, là ça ouvre la voie à plein de choses. Après, il y a eu un espèce d'engouement pour les réseaux de neurones artificiels, parce qu'ils ont battu les champions d'échecs, ils ont battu Go. Il y a quand même Garry Kasparov qui a repris l'avantage sur plusieurs intelligences artificielles qui étaient quand même très fortes. Oui, mais un jour il a perdu. Mais il s'est fait battre. Oui, une seule fois. Un jour il a perdu. Quand même. Plus tard, il a réussi Voilà. à réadapter ses techniques. Ah, bon, d'accord, ça je ne savais pas. Mais bon, non, mais indépendamment de ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de monomanie pour le réseau de neurones, le deep learning, donc c'est les réseaux de neurones en couche, ça devient monomaniaque un petit peu dans la science en ce moment. Les gens, la plupart d'entre eux, quand ils font de l'intelligence artificielle, ils se concentrent sur ce truc-là. Enfin, parce que ça a des capacités qu'on n'avait jamais vues avant. Donc, les gens ont envie de le pousser toujours plus loin, parce que pour l'instant, ça marche super bien. À un moment donné, ça va se casser la figure, ne serait-ce qu'à cause du coût énergétique. Je suis sûre qu'à un moment donné, ils vont arrêter. Mais ils vont se tourner peut-être vers des solutions plus écologiques, comme ça. Par exemple, j'en ai pas parlé là, mais il y a quelque chose de très rigolo que des gens de l'I3S font, c'est au niveau de la mémoire. À un moment donné, la mémoire artificielle, elle va avoir des limites, parce qu'on commence à stocker toutes nos photos de téléphone, tous nos emails, tous nos machins. Il y a un moment donné, ça va exploser. Et donc, il y a des gens qui se sont demandé, et en plus, maintenir cette mémoire, il faut bien voir que quand vous envoyez ça dans le cloud, en fait, ça veut dire qu'il y a des serveurs qui tournent en permanence. Enfin, électriquement, c'est pas du tout environnementalement correct. Hein. C'est très mauvais. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, mais comment on peut faire pour stocker de la mémoire, entre guillemets, zéro déchet? Et en fait, ils ont pensé que certaines mémoires dont on n'a pas besoin d'avoir un accès fréquent, on va le stocker dans de l'ADN. Donc il y a des gens qui se sont dit, très bien, on peut stocker toute la Bibliothèque nationale de France dans, je ne sais plus, genre 15 grammes d'ADN ou quelque chose comme ça. C'est un petit flacon comme ça. L'ADN, c'est génial parce qu'on a retrouvé de l'ADN intact de dinosaures. Donc en fait, ça survit des milliers d'années sans aucune consommation énergétique du moment que c'est dans un environnement correct. Et avec toutes les techniques qui ont été développées en génétique, on est capable de le décoder avec quasiment pas trop d'erreurs. Enfin, ils sont en train de mettre ça au point, donc on est en train d'utiliser la biologie, l'ADN, pour stocker. Alors après, ça pose plein de problèmes éthiques, parce qu'ils sont obligés de vérifier que l'ADN qu'ils font n'est pas viable. Enfin, vous imaginez, une bibliothèque nationale qui se mettrait à avoir des bébés, on ne sait pas. mais donc, il y a des gens qui se sont amusés à essayer de penser différemment en regardant la biologie, typiquement pour faire ça. On va avoir d'autres réflexions que juste le réseau de neurones bête et méchant. Après, le cerveau, en fait, il raisonne qu'avec des ondes. Enfin, l'information, c'est... Oui, alors, bon, là, j'ai un petit peu simplifié. C'est ce qu'on pensait pendant très longtemps. Ils sont en train de se rendre compte que c'est plus compliqué que ça. En particulier, il y a un truc en dessous qui s'appelle les cellules gliales, qu'on pensait vraiment c'était juste la terre sur laquelle le neurone était posé, et puis ça n'avait pas d'interaction. Puis ils sont en train de se dire qu'en fait, ces cellules gliales ont probablement... influence le calcul, en fait. Donc les neurones ne font que ça, ne font quasiment que des 0 et des 1, sauf quelques neurones, en particulier au niveau de la rétine, qui sont un petit peu différents, mais les neurones du cortex humain, ils font que ça. Par contre, il y a ce substrat qui probablement a une grosse influence, et qu'on commence à peine à modéliser, et on ne sait pas exactement comment ça influence le calcul complètement. Oui? Vous parliez tout à l'heure de votre traducteur Deep, je ne sais quoi. DeepL. DeepL. Oui. C'est la même chose que Google Translate? Oui, mais c'est beaucoup mieux. Ah, c'est ça. Oui. Mais si vous essayez un jour, vous allez voir, Je le pratique régulièrement. Hein. Voilà. Ouais, une centaine de langues en simultané. Ah oui, c'est impressionnant. Oui. Une centaine de langues. Oui, c'est ça. Malheureusement, DeepL n'a pas le vietnamien. J'ai un étudiant vietnamien qui a beaucoup de mal à écrire en anglais, et le vietnamien, manifestement, n'est pas dedans. Donc il est très triste, parce que lui, il galère vraiment beaucoup.
Voilà, il faut créer DeepL pour le vietnamien. Donc il y a certaines langues qui n'y sont pas encore. Mais... Je pense aussi à l'application Waze. Ah Waze, c'est fantastique. Qui est grandiose. Ah oui, oui. Mais là, on voulait sortir à travers Galiléo son truc, mais apparemment c'est dans les cartons. Il y a un satellite qui a été détruit. Alors, on est vraiment... Non, oui. Mais Waze, ça commence à être les limites. La dernière fois, je me suis posé cette question-là. Est-ce qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle nous imposera sa volonté? Waze nous l'impose beaucoup quand même. Enfin, après, on est encore libre de dire non, je veux aller dans les bouchons. Mais mine de rien, on suit énormément Waze quand même. Chaque Wazer donne des informations. Ah oui, oui. Ce qui enrichit cette application. Tout à fait. Non, ça, je suis d'accord. Mais oui. Oui, l'intelligence naturelle, c'est celle qui a permis la création de l'intelligence artificielle. Ça nous bien un moment, de toute façon, l'élève va dépasser le maître, nous sommes d'accord. Ça dépend en quoi? Dans certains domaines. Ah oui. Par exemple, le clonage, on peut parler au titre de multiplication des hommes, enfin, je veux dire... Ah, dans ce sens-là. Mais ce sens-là, des dérives vont exister tôt ou tard, de toute façon. Je sais. Des dérives, il faudra que l'homme maîtrise quand même ceci. Oui, alors, bon, déjà, pour l'instant, on en est loin. Je pense que les dérives ne seraient pas de cet ordre-là. Je pense que ce qui peut se passer, c'est un peu ce qui se passe pour Waze. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pense que le truc a fait tellement plus de calculs et connaît tellement plus la vérité que nous, qu'on va croire sur parole la décision de l'intelligence artificielle. Plutôt, moi, je verrais avant le clonage, etc., pour des politiques de la vie courante. Il y a des gens qui sont en train de se poser des questions, surtout en situation d'élection présidentielle, c'est pas idiot, c'est de se dire, est-ce qu'on peut modéliser le comportement des êtres humains face à une politique, demander à l'intelligence artificielle de faire plein de simulations, et puis de voir quelle est la bonne politique. Oui, forcément, on peut. Je veux dire, c'est fait plus... Oui et non, parce que c'est compliqué de modéliser le comportement humain jusqu'au bout. D'accord? C'est pas encore au point. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, mais des simulations à grande échelle de ce que ferait telle ou telle mesure. Bon, enfin bref. Il y a quand même la question à un moment donné, l'éthique de ça, il faudra quand même regarder ce qu'on a. Parce que ce type d'intelligence qui serait capable de faire ça, on lui a mis un certain nombre d'ingrédients dans la tête avant qu'elle prenne ses décisions. Et il faut à un moment donné regarder ces ingrédients pour se dire, est-ce que je suis aveuglément ce que cette intelligence artificielle, qui n'est que le produit de ce qu'on lui a mis dedans comme algorithme, fait. Voilà. Une des choses pour lesquelles ça, c'est en train d'être remis en cause, et c'est pour ça que je pense que les dérives vont être... Enfin, on va essayer d'éviter les dérives, c'est qu'il y a un premier domaine dans lequel ils se sont rendus compte de cette dérive, c'est que l'intelligence artificielle était sexiste et raciste. Parce que quand ils ont commencé à demander, attends, je finis, ils ont commencé à demander à une intelligence artificielle chez les banques de dire à qui on accordait des prêts, ils ont donné juste la masse d'informations, les fichiers de la banque à l'intelligence artificielle à dire, et il se trouve que les hommes blancs remboursent mieux que les autres. Donc si on ne débiaise pas ça, les personnes à qui on accorde un prêt, c'est des hommes blancs. Et du coup, il y a plein d'experts d'intelligence artificielle qui sont en train d'essayer de comprendre et de transformer les algorithmes en amont pour que la décision de l'algorithme de l'intelligence artificielle à la fin soit débiaisée et propose quand même des prix raisonnables à des noirs et à des femmes. Oui. Mais il y a quelque temps, lancé 2017, il y avait une intelligence artificielle en 4 mois. En apprenant des discussions sur Internet, en étudiant quelques millions de discussions, elle a dévié en sexiste et raciste. Ah bah oui, les tweets, c'est terrible. Et après, c'est toujours la limitation. Tant qu'il y a des satellites, ça le fera. Le jour où il n'y a plus de satellites qui peuvent tourner, ça le fera plus non plus. Ah oui. Ah oui, ça, oui. Aussi, hein. Oui, 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 tout à fait. Alors moi, j'ai la question. Est-ce que l'homme, enfin l'intelligence naturelle, est-ce qu'elle a toujours la main mise? Parce que j'ai bien des craintes sur les dérives. Et personnellement, il y en a qui se pointent là, des dérives. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'ils ont encore la main? Est-ce qu'ils ont un peu de cerveau encore pour maîtriser tout ça? Non mais, l'humain est toujours là pour couper la décision. Je pense que la dérive, c'est que l'humain croit... Enfin, je pense que c'est vraiment ça la dérive, c'est que l'humain croit trop l'intelligence artificielle.
c'est pas que l'intelligence artificielle a pris le pouvoir, c'est plus qu'il y a certains humains qui ont le pouvoir, qui ont plus décidé que... Oui. Mais du coup, cet être humain qui est au pouvoir a toujours le libre arbitre d'arrêter de croire ce que l'intelligence artificielle lui dit. Oui, voilà, bah, c'est ce que je vous dis par exemple pour les prêts de banque. Il y a des choses qui sont en train d'être faites pour contrer ça. Donc en ce sens-là, on a encore la main. Voilà. Vous avez bien montré comment l'intelligence artificielle étudie les cerveaux humains et permet de comprendre mieux les fonctionnements du cerveau humain. Donc, est-ce qu'on commence à comprendre d'où vient la conscience de soi dans un cerveau naturel et pourquoi on n'arrive pas à les faire en artificiel? Non, ça, on ne comprend pas bien. Non, ça, on ne comprend pas bien. En fait, alors là, je vais répéter ce que j'ai entendu de mes collègues, hein, donc ça va être très flou. Mais a priori, la conscience de soi viendrait d'un truc qui s'appelle la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la capacité qu'on a de se rappeler en une fois ce qu'on a vécu. Si le truc était important, par exemple, je vais me souvenir très longtemps, j'espère, de ce qui se passe aujourd'hui, et pourtant je l'ai vécu qu'une fois. Je n'ai pas eu besoin de l'apprendre au sens du renforcement, etc., etc. Je l'ai vécu une fois et je vais me souvenir que je vous ai rencontré, qu'il y avait cette télé, cet éclairage, etc. Je vais avoir un souvenir qu'on appelle épisodique de cet instant-là. C'est-à-dire, je crois que les questions, c'est quand, comment, où. Enfin, en gros, si on arrive à repérer un événement, quand, comment, où, on a accès à cette mémoire épisodique, et probablement le fait qu'on se sente soi-même, c'est on s'est construit son histoire, entre guillemets. Alors il y a peut-être d'autres choses dans la conscience de soi, mais en tout cas, il pense que cette mémoire épisodique est très importante pour cette conscience de soi. Ils se sont rendus compte que les mammifères l'avaient. Ils ont quelque chose qui ressemble à cette mémoire épisodique. Alors bien sûr, pour aller la chercher, c'est compliqué, mais par exemple avec le labyrinthe de Barthes, avec les trous, en fait, ils se rendent compte qu'il y a certaines choses que le rat, s'il est dans un bon environnement, s'il a bien compris comment tout marchait, il va être capable de s'en souvenir en un coup. Et je ne sais plus si c'est avec les souris ou avec... non, ça doit être avec d'autres animaux qui mettent plus longtemps. Il est capable de se souvenir quand, parce qu'il sait qu'au bout d'un certain temps, le truc qu'il a caché, il y a trop longtemps, ça doit être pourri, c'est pas la peine d'aller le chercher. Donc en fait, il a cette notion de quand, comment, où. Donc il a cette notion d'épisode. J'ai caché ce truc à manger à tel endroit il y a si longtemps, et donc ils ont cette mémoire épisodique qui serait le début de soi. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont en train de chercher les structures qui font ça. Alors c'est un peu compliqué, il y a plein de zones du cerveau impliquées. Est-ce que... et pour l'instant, on n'a pas de bons modèles IA qui ont de la mémoire épisodique. Parce que... soit c'est parce qu'il se souvient de tout, au sens, on lui fait le film, il est stocké en mémoire, alors c'est facile. Mais si on essaye de lui dire gomme des détails, etc., et créer un truc qui est vraiment de la mémoire épisodique en ce sens-là, en un coup, renforcer, enfin faire que le réseau artificiel en un coup se souviendrait d'un épisode, pour l'instant c'est pas fait. Donc on ne sait pas exactement le mécanisme algorithmique qui est derrière cette mémoire épisodique. Donc est-ce que c'est ça, la conscience de soi? Je ne sais pas. Voilà. En nous-mêmes, on a des souvenirs lointains, dont oui. on se souvient avec précision. Oui, c'est ça la mémoire épisodique, justement. Voilà. Bon, pour mon compte, j'en ai des exemples comme ça. Tout le monde. Oui, tout le monde. Non, mais... C'est pas exceptionnel. Ah non, mais par contre, l'intelligence artificielle, pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'elle en ait une. Voilà, c'est par rapport à la question, la conscience de soi. Donc, de ce que j'ai compris, et je ne pense pas que ce soit le seul composant, mais un des composants de la conscience de soi, c'est d'avoir ses souvenirs. C'est ça qui fait qu'on pense qu'on est nous. Si on n'a plus que des habitudes, quand on a perdu toute mémoire épisodique, la conscience de soi, on ne sait plus trop qui on est quand même. Enfin, on commence à savoir qui on est quand on sait comment on s'appelle, quand on sait qu'il s'est passé ça dans notre enfance, etc. Enfin, toute notre histoire, c'est ça qui nous constitue. Alors, est-ce que c'est tout? C'est un autre problème, mais il y a déjà ça. Et donc, cette mémoire, c'est ce que je vous dis, il y a plein d'expériences qui montrent qu'en tout cas, les mammifères en ont. Je ne suis pas sûre que, par exemple, les insectes en aient. Et je ne crois pas que l'intelligence artificielle, pour l'instant, mais bon, je ne connais pas tout, soit capable de créer une mémoire comme ça,
en un coup. Il y a un exemple, au Canada, toutes les années, il y a une migration de caribous. Et qui, à certains moments de danger, ils dévient leur parcours. Ils ont une intelligence pour... Oui, tout à fait. Voilà. Alors, les caribous comme d'autres animaux qui ont... Mais ça, par exemple, le pattern migratoire ou le fait de fuir un prédateur, une intelligence artificielle, elle peut le faire. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'odorat. Oui, enfin, il suffit qu'ils aient des capteurs du danger et puis après des réactions classiques qu'on peut implémenter chez des robots. Je pense que c'est pas si compliqué que ça de créer un comportement comme ça. Voilà. Juste Ouais. très rapide, je mets en opposition l'IA et la créativité qui est le propre de l'homme. Est-ce que l'IA pourrait peut-être se rapprocher de cette créativité humaine? Alors, les algos par renforcement, on en fait des plus en plus gros, et en particulier on leur fait jouer à des jeux du type StarCraft, je ne sais pas si vous connaissez, non. C'est des jeux de guerre, bon, mais ce que je veux dire, c'est des jeux de guerre où il y a des possibilités qui sont beaucoup plus grandes que Go. C'est des jeux de guerre, c'est assez réaliste, entre guillemets. Bon, c'est des extraterrestres qui jouent contre des humains, enfin, vous en fichez complètement. Mais là où il y a de la créativité, c'est que les solutions sur lesquelles aboutissent le renforcement ne sont pas du tout des solutions auxquelles l'humain aurait pensé. Donc, quelque part, ils sont capables de créer quelque chose. Bon. Alors, je suis d'accord que c'est dans une stratégie à l'intérieur d'un jeu, etc., etc. Mais un jeu suffisamment complexe pour que les grands joueurs de ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui est vraiment très très joué de par le monde, se disent non mais... Alors c'est peut-être ce qui se passe aussi avec le jeu d'échecs ou le jeu de Go. Mais là, comme c'est en plus avec des constructions de villes, des constructions de tours, des constructions... On se rend compte qu'ils sont en train de créer des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'un humain ferait, parce qu'un humain, il va organiser sa ville comme une ville humaine. Vous voyez, enfin, il y a des choses comme ça. Et donc, le truc va créer quelque chose qui n'est absolument pas, a priori, ce que les autres joueurs auraient imaginé, et c'est pourtant une stratégie qui marche. Il faut du big data et de l'algorithme pour en déterminer tout ceci. Ah oui. Tout à fait. Est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir une dimension métaphysique? Ah ça, je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question. L'ordinateur aurait peut-être pu répondre. Ouais. Mettons la réponse. Voilà. Que ce soit grâce à vous. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup.